Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te plonger dans le monde passionnant de l'analyse des données avec PySpark. Dans le paysage actuel de l'analyse des données en entreprise, la manipulation et l'analyse de gros volumes de données est devenue monnaie courante. C'est là que PySpark entre en jeu. PySpark est un outil puissant qui offre une solution efficace pour travailler avec des ensembles de données massifs et c'est pourquoi il est devenu indispensable pour tout professionnel de la donnée de connaître l'utilisation de PySpark. C'est une compétence importante. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai écrit un livre qui va te permettre d'apprendre PySpark de manière pratique. Et le contenu de cette vidéo est tiré d'ailleurs de ce livre-là. Ce livre est intitulé PySpark en pratique, cas d'usage réel et exemples pratiques en data science et machine learning. J'ai mis un lien vidéo qui va te permettre de savoir connaître le contenu de ce livre et te présenter un peu ce qu'est PySpark. Que tu sois data analyst, data scientist ou data ingénieur ou même machine learning ingénieur, il faut que tu saches utiliser PySpark. C'est une compétence de plus en plus demandée dans les offres d'emploi. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les bases de PySpark en explorant ses fonctionnalités essentielles pour la manipulation et l'analyse des données. Je vais utiliser un jeu de données réel, d'accord? Un jeu de données qui fait plus de 8 millions de lignes. Donc, c'est pour te placer dans un contexte vraiment réel. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et je t'invite même d'ailleurs à coder au fur et à mesure que moi. Tu auras tous les liens dans la description déjà pour aller récupérer le jeu de données, le télécharger et travailler. Donc, sans plus tarder, je vais te montrer comment télécharger le jeu de données. Donc, le jeu de données que j'utilise en fait est tiré de ce site, donc Chicago Data Portal. C'est un ensemble de données qui reflète les incidents criminels signalés, à l'exception des meurtres pour lesquels les données existent pour chaque victime. Donc, ils n'ont pas mis les signalements de meurtre, mais tous les autres incidents criminels sont signalés dans ce jeu de données, donc dans la ville de Chicago, de 2001 jusqu'à ce jour. D'accord? On est au 16 mars 2024. Donc, c'est un jeu de données réel. Et pour le télécharger, c'est très simple. Tu vas sur ce lien, donc sur cette page, tu cliques sur Export et tu as la possibilité de télécharger dans plusieurs formats. CSV, Excel, voilà. Donc, moi, je préfère CSV. Donc, tu vois, le jeu de données complet fait 8 18 668 lignes. D'accord? Donc, c'est vraiment pour caler avec la réalité que j'ai choisi de travailler avec ce jeu de données. Parce qu'en entreprise, tu auras des datasets qui sont pas loin de ça, quoi. 5 millions, 1 million de lignes, 10 millions, parfois même 100 millions de lignes. Il faut que tu saches les manipuler. D'où avoir une compétence avec PySpark est très important. Donc, pour le télécharger, tu as deux possibilités. Soit tu cliques directement sur Download, d'accord, tu télécharges le fichier, ou tu utilises l'API, d'accord. L'API, tu peux choisir CSV et copier ce lien-là, d'accord, et le télécharger, par exemple, à travers un notebook, ok. Mais il faut noter que l'API a une limite. Quand tu utilises l'API, c'est une limite. Ça te donne seulement les 1000 lignes, d'accord. Donc, c'est pour ça, moi, je n'ai pas utilisé l'API, mais ils ont mis une documentation pour te montrer comment tu peux modifier cette limite de 1000 lignes. Donc, tu peux aller lire la documentation, c'est comme tu veux. Moi, j'ai utilisé ce processus-là, j'ai téléchargé directement ici. Je vais te montrer dans le notebook comment tu peux faire. Dans le notebook, moi, j'ai tout simplement récupéré le lien, d'accord, de téléchargement. J'ai récupéré le lien de téléchargement et j'ai utilisé cette commande-là, point d'exclamation wget. Et quand tu lances, quand tu exécutes la cellule, ça va te télécharger le fichier. Et après, en utilisant toujours une commande shell, point d'exclamation mv, j'ai récupéré le nom du fichier téléchargé et j'ai renommé le fichier. Donc, j'ai renommé reported-crime.csv. Donc, dans mon notebook, dans mon environnement, j'ai le fichier reported-crime.csv. Je travaille dans Google Colab, d'accord. Google Colab, c'est Jupyter Notebook de Google, quoi, et tu peux l'utiliser en ligne. Il suffit d'avoir un compte Gmail. Donc, je pense que si tu es data scientist, en tout cas même en apprentissage, tu sais ce qu'on appelle Google Colab. Si tu ne sais pas, tape Google Colab sur la barre de recherche de Google ou bien n'importe quel moteur de recherche, ça va te montrer comment utiliser Google Colab. Donc, j'ai mon fichier là qui est là et c'est ce fichier de données qu'on va manipuler. C'est à travers de ce fichier de données que je vais vous montrer comment utiliser PySpark pour analyser et manipuler vos données. Il faut déjà installer l'environnement de travail. C'est très simple. Ici, tu n'as rien à faire.
tu as juste à exécuter cette cellule où j'ai deux installations à faire. J'installe PySpark et j'installe FinSpark. FinSpark qui me permettra de travailler de manière convenable avec PySpark. Et le tiret Q là, c'est juste optionnel. Tu peux même pas mettre ça. C'est juste pour dire que pendant l'installation, qu'il n'affiche pas trop de messages, quoi. Donc moi, je remets ça en commentaire puisque j'ai déjà installé ça. Et tu vas créer une session Spark. Pour créer une session Spark, tu fais from PySpark.sql import Spark session Spark égale Spark session.builder.appname. Tu nommes ton projet. Moi, j'ai nommé ça Final Project. Tu peux nommer ça comme tu veux. .get or create. D'accord. Donc, j'ai juste un petit réglage à faire rapidement. Je vais sur paramètres, éditeur, je vais augmenter peut-être la taille de la police, je vais mettre sur 28 pour voir. Voilà. Donc, comme ça, tu vas bien voir les codes que je vais lancer. Donc, une fois qu'on a créé notre session Spark, après avoir bien sûr installé PySpark et FinSpark dans notre notebook Colab, on télécharge des données, je l'ai déjà fait. Tu peux renommer le fichier de manière convenable. Donc, moi, j'ai renommé ça en reported crime CSV. Et une fois que c'est bon, je remets toutes ces commandes en commentaire au cas où je serai amené à réexécuter mon notebook. Et on va importer, déjà, commencer par lire le fichier. D'accord? Donc, une fois que j'ai mon fichier de données, je vais le lire tout simplement. Donc, je vais faire l'étape de lecture, quoi. Donc, l'étape d'ingestion des données, tout simplement. OK? Donc, je vais mettre un commentaire. Lecture du fichier. Donc, ici, je mets un titre. Gestion des données. Lecture du fichier de données. Donc, je fais df égale spark read.csv. D'accord? Puisque c'est un fichier CSV. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le nom. Donc, reported crime.csv. Donc, je mets le chemin et je précise bien header égale through et schema, bien infer schema, je pense. Ou je n'ai pas peut-être infer schema. Non, je mets tout simplement header égale through. D'accord? Parce que mon jeu de données, la première ligne, c'est la ligne des colonnes. D'accord? C'est exactement comme dans Pandas. Et après, je fais df show et j'exécute. Donc, petit exercice que je te propose de faire, c'est d'essayer d'importer ce fichier avec Pandas et voir le temps que ça prendra pour importer ce jeu de données, pour lire le fichier de données. Ici, ça a pris 16 secondes, sachant que c'est 8 millions d'observations. Donc, si je fais df count, par exemple, on va voir combien d'observations j'ai dans cet objet PySpark, dans cette data frame PySpark. Il va me compter le nombre de lignes. D'accord? J'ai 8 18 668 lignes qu'il a importé en 16 secondes. Je ne sais pas si Panda fait mieux, quoi. OK? Même dans Google Colab. Déjà, si tu essaies d'importer ça en local, il faut vraiment avoir un PC où tu as vraiment un PC vraiment puissant, quoi. Donc, les colonnes, c'est très simple. On a ID, case number, la date, bloc, primary type, description. Donc, au fil de la vidéo, tu vas comprendre certaines colonnes. Donc, c'est un jeu de données quand même très simple. OK? L'idée première de cette vidéo, en tout cas l'objectif premier, c'est de vous montrer comment utiliser certaines fonctionnalités de PySpark pour manipuler vos jeux de données qui sont très lourds. OK? Les choses que vous allez faire avec Pandas, on va voir l'équivalent déjà avec PySpark. Et PySpark a l'avantage qui va vous permettre de distribuer les calculs, donc ça va prendre moins de temps. Donc c'est vraiment adapté pour le big data. OK, j'ai importé mon fichier de données, j'ai affiché les 5 premières lignes, j'ai compté le nombre de lignes. Ce que je peux faire aussi, c'est de voir le type de mon objet. D'accord? Le type de DF, c'est une
PySpark.SQL.DataFrame. C'est une data frame, hein. C'est une structure de données tabulaire dans PySpark, tout simplement. Et représente un ensemble de données organisées en colonnes avec un schéma bien défini. Donc, ça se présente exactement comme une data frame. OK? Donc, tu as plus d'explications dans le livre de vraiment la nature de cet objet-là. Tu as plus d'explications. Si tu veux aller acheter le livre sur Amazon ou bien la version PDF, je te mettrai les liens en description ou bien en commentaire de cette vidéo. Donc, le type des variables, pour avoir le type des variables, donc je mets un commentaire. Type des variables, def, tu utilises la méthode print schema. OK? Donc, j'ai le type des variables et je peux regarder variable par variable pour voir s'il a bien inféré le type des variables. OK? Je vais prendre un au hasard. La date, par exemple, il dit que c'est un string. OK? Or, la date, il faut que ça soit en format vraiment date time. Ici, c'est du date time. On a la date et l'heure, d'accord, et le temps. Donc, il a mal fait, il a mal inféré. Lui, il a considéré ça comme chaîne de caractères. C'est quelque chose qu'on va peut-être corriger, que tu auras besoin de corriger, d'accord. Dans un cadre en entreprise, tu vas forcément être amené à corriger le type des variables s'il n'a pas bien inféré les choses. Par exemple, les coordonnées, longitude, latitude aussi, il dit que c'est des chaînes de caractères, alors que normalement ça doit être des floats, quoi. Donc c'est des décimaux. OK? Voilà. Donc c'est des choses qu'on peut être amené à corriger. Alors, par exemple, je t'ai parlé de la date, d'accord, qu'il a mal inféré. Tu peux corriger cela. Pour corriger ça, tu peux utiliser la méthode with colon. OK? Donc, on va commencer par, on va dire ici, manipulation des données. Donc, j'ai fait l'ingestion, je vais faire quelques transformations, quelques opérations de transformation, d'accord, pour te montrer. Donc, je fais df égale df point, j'applique la méthode with colon, d'accord, attention, with colon. Je vais dire date, je vais l'appeler date. Cette colonne là, en fait, cette méthode permet de créer une nouvelle colonne, ou bien de transformer une colonne existante, d'accord. Donc, première chose que tu as fait, tu donnes un nom à ta colonne. Ici, je vais l'appeler toujours date pour écraser l'ancienne colonne date. Donc, je l'appelle toujours date. Et je vais utiliser la méthode timestamp. Donc, j'ai besoin d'importer quelque chose. Je vais faire from PySpark.SQL.function import. Je vais importer deux fonctions que je dois utiliser, toTimestamp et la fonction call. OK, j'ai besoin de ces fonctions-là. Il y a plusieurs fonctions. Dans ce module de PySpark, il y a énormément de fonctions que tu peux importer. Donc, je vais utiliser ma fonction toTimestamp. Je vais dire, prends-moi la colonne date. D'accord? Et transforme-la en datetime. D'accord? Le format ici, quand je regarde mon jeu de données, le format c'est quoi? Je pense c'est mois, jour, année, heure, minute, seconde. D'accord? Donc, je mets le format correspondant. Donc, DD, YY pour l'année, 4 fois, HH, 2 points, MM, point, SS, espace A. OK? Et j'exécute. Donc, je vais afficher le schéma encore. Print schema. J'exécute. Et là, il me dit quoi? Date, c'est maintenant transformé en un objet datetime. Timestamp. OK? Donc, ça veut dire que ça a fonctionné. La fonction timestamp du module de PySpark.SQL fonction permet de convertir une colonne de données en un format de date ou d'heure spécifié. OK? Ici, le format, on l'a précisé. D'accord? Donc, si j'affiche mon jeu de données, je fais dfshow. Vous allez voir que c'est les mêmes valeurs, mais cette fois-ci, c'est bien écrit. D'accord? C'est bien écrit. Regardez, 2015-03-18 à 12 heures. D'accord? Voilà. 2018-12-20 à 15 heures, etc. Donc, c'est le format qu'on a, on a spécifié le format et lui, il a transformé ça en un objet datetime. Donc ça, c'est une manipulation, une transformation
très importante. Si tu as par exemple, si tu dois tracer par exemple des graphiques de séries temporelles, il faut bien faire les choses. D'accord? Donc, dans le livre, tu as d'autres explications, d'autres exemples que tu peux regarder qui vont te permettre vraiment de comprendre l'utilisation des choses. Et la fonction call. La fonction call, elle est pratique parce que elle permet de manipuler des colonnes spécifiques dans un data frame. D'accord? Donc, ça te permet en fait de référencer une colonne par son nom et de l'utiliser dans des opérations de transformation, de filtrage, d'agrégation, etc. Donc, c'est très, très important comme fonction. Ok, les colonnes. Donc, les colonnes, comment tu peux afficher tes colonnes? Tout simplement comme en appendage, tu fais df colonne et tu auras la liste de tes colonnes, des colonnes de ta data frame. D'accord? Et comment tu peux sélectionner une colonne particulière. Donc ici par exemple, supposons que je veuille sélectionner, je vais choisir des colonnes que je vais sélectionner par exemple la colonne description. D'accord? Description. Donc je fais call description. Donc description du signalement. J'exécute. Voilà, donc il m'affiche la description. Je pense qu'on peut, si je fais, attends, je vais essayer, j'ai un doute. Si je fais ça, truncate égale à false. Non, ça marche pas, c'est pas un argument. Donc, parce que vu que ça m'affiche pas toutes les descriptions, je voulais voir s'il y avait possibilité de lui dire de m'afficher toutes les descriptions, tout simplement. Donc, de toute façon, nous verrons l'utilisation de Truncate plus tard. Je peux sélectionner plus d'une colonne. Hein. Donc, je peux, par exemple, mettre la date. D'accord? Donc, la description du signalement. Qu'est-ce que je peux prendre encore? Je peux sélectionner... je peux sélectionner quelle colonne encore. Je vais sélectionner arrest, donc la colonne arrest. Donc c'est pour te montrer que tu peux sélectionner autant de colonnes que tu veux. Attention, take one position argument but. Ah non, avec call tu sélectionnes seulement une seule colonne, mais lorsque tu appliques uniquement la méthode select, d'accord, select tout simplement, tu peux sélectionner plusieurs colonnes. Donc j'ai sélectionné les colonnes date, description et arrest. Arrest qui en fait va dire est-ce que en tout cas il y a eu une arrestation ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu d'arrestation pour ce signalement, d'accord. Donc false, true. Alors il est possible de créer une nouvelle colonne. Ok, on peut créer une nouvelle colonne. Donc, pour créer une nouvelle colonne, j'aurai besoin d'une autre fonction. Donc, je vais toujours utiliser ce module-là. Donc, c'est franchement pour la manipulation et la transformation des données, tu vas beaucoup travailler avec ce module et importer plusieurs fonctions, quoi. Donc, on va utiliser la fonction lit et on va créer une colonne. Supposons qu'on veut créer une nouvelle colonne. On va créer une nouvelle colonne dans notre data frame df. Une colonne qui va s'appeler one. Donc, je vais faire df with colonne. D'accord? With colonne. Je peux directement sélectionner ma colonne. Et cette colonne, je veux en fait que toutes les valeurs soient égales à 1. Donc, je fais tout simplement lit one. Tout simplement. Point show, j'affiche. Voilà, on va voir. Voilà, très bien. Donc, ma nouvelle colonne a été créée. Mais avec ce code, si je fais df colonne, on est d'accord que je n'aurai pas la colonne one parce que je n'ai pas stocké ce résultat-là quelque part dans une variable. Je n'ai pas stocké quelque part. OK? Et vu que, bon, voilà, j'ai pas, cette colonne, elle est inutile. C'est pour ça que je ne vais pas stocker cela dans une variable. De la même façon que vous pouvez manipuler les colonnes, vous pouvez aussi manipuler des lignes. Par exemple, faire des filtrations sur les observations de votre data frame sur la base de certaines conditions. Par exemple, je veux connaître les crimes qui ont été signalés
le 25 décembre 2023, par exemple, d'accord? Donc, le 25 décembre 2023. Donc, je vais connaître les crimes signalés le jour de Noël, Noël passé. Donc, je fais par exemple one day égale df filter. Je prends ma colonne date et je fais égal lit. Et je vais dire 2023 donc c'est le 25 décembre. Donc, décembre d'abord. 25. Donc, je rappelle, la date c'est année, mois et le jour. Donc, année, mois, jour. OK. Et je fais one, j'affiche. Donc, si je fais one day.count, il va me compter le nombre d'observations. Donc, je vais pouvoir connaître le nombre de crimes qui ont été signalés ce jour, en fait. Attendant, je peux faire one day.show aussi. Bien, ouais, point show. Je pense qu'on peut utiliser aussi la méthode display. Hein. Donc, la data frame, en fait, compte 24 lignes. D'accord? Si je fais, j'applique la méthode display, je ne veux pas. Donc, sur Databricks, je sais quand même qu'on utilise la méthode display. Dans un notebook Databricks, et si je vais appliquer tout simplement ma méthode show pour afficher cette data frame. Donc, il affiche seulement les 20 premières lignes par défaut. Hein. Voilà, donc ça, ce sont les crimes qui ont été signalés le 25 décembre 2023. D'accord? Et je peux faire mon analyse, regarder un peu ce que je veux regarder. Maintenant, je vais voir s'il n'y a pas des lignes, parce que je ne peux pas me dire automatiquement que ce sont ces 24 crimes qui ont été signalés le 25 décembre passé. Je ne peux pas dire ça automatiquement. Je ne sais pas s'il y a des lignes qui se répètent complètement. D'accord? Donc, je vais essayer de compter. Est-ce qu'il y a des lignes qui se répètent? Je vais faire one day, point distinct. D'accord? J'applique la méthode distinct. Point count. Je vais lui dire de me compter les lignes distinctes de cette data frame one day. Si c'est toujours égal à 24, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu 24 crimes distincts qui ont été signalés le jour de la Noël. Ça veut dire que signalement, la même heure, le même cas, toutes les colonnes doivent être vraiment distinctes, quoi. OK? Voilà. Donc, la méthode count, quand même, prend assez de temps pour s'exécuter. Donc, j'ai 24. Le résultat, c'est 24. Donc, il y a effectivement 24 crimes distincts qui ont été signalés le 25 décembre 2023. De la même manière, je peux voir les observations distinctes au niveau de ma data frame DF. D'accord? DF distinct. Point count. D'accord? DF distinct point count. Je connais le nombre d'observations dans DF. Je l'avais calculé quelque part. J'ai 8 18 668. Et je vais voir si... En fait, l'objectif, c'est de regarder s'il y a des lignes qui se sont dupliquées. Alors, le résultat, c'est 8 18 668. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne dupliquée dans cette data frame. Donc, je remonte pour vous montrer le nombre de lignes qu'il y a dans ma data frame. 8 18 668. Et j'ai aussi 8 18 668 lignes distinctes. C'est toujours très important de vérifier s'il y a des lignes qui se dupliquent parce que cela peut changer l'analyse et cela peut être dangereux pour les modèles de machine learning que vous allez construire peut-être s'il y a des lignes qui se dupliquent. Ça peut fausser les résultats. Vous pouvez faire plein de manipulations avec les lignes d'une data frame. Vous pouvez ajouter des lignes, d'accord? Vous pouvez en retirer, etc. Vous pouvez filtrer.
vous pouvez grouper en fait, d'accord? Vous pouvez grouper. Ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais grouper. Donc, on va faire une opération où on va grouper et compter les observations. Donc, je vois par exemple ici, primary type, ça renseigne sur le type de crime qui a été signalé. Ok, le type de crime qui a été signalé. Donc, on va compter. On va faire une requête toute simple. On va dire df group by. Donc, c'est comme ça qu'on écrit le group by dans PySpark avec un B majuscule. Et on va dire primary type. Donc, la colonne primary type. Et on va compter et afficher le résultat. D'accord? Donc, il fait, sur ces 8 millions de lignes, il va grouper selon la colonne primary type, donc selon les modalités de cette colonne, et il va compter le nombre de lignes pour chaque modalité. Et comme ça, on aura une idée, en fait, du type de crime qui est le plus signalé. Vous voyez le résultat. Donc, le résultat, il est là. Vous avez les types de crimes. Il en affiche seulement les 20 premières. Par exemple, vous avez ritualisme. Ritualisme, c'est 24 crimes qui ont été signalés concernant le ritualisme. Les homicides, vous en avez 13 099. Robberie, theft, je pense que c'est du vol. Le vol, c'est 16 930, non, 1 693 772. D'accord? Voilà, vous pouvez lire Human Trafficking 105, donc 105 crimes signalés qui ont rapport avec le trafic humain. D'accord? Et on va regarder aussi, par exemple, on se pose une question. Quel pourcentage de crimes signalés a donné lieu à une arrestation? D'accord? Déjà, il faut connaître les modalités de la variable arrest. Donc, si je fais df select arrest, donc la modalité qui renseigne sur le fait que il y a une arrestation ou pas, je veux m'assurer que c'est bien false et true. D'accord? Donc, si c'est false, c'est que ce signalement n'a pas fait lieu à une arrestation. Si c'est true, ça veut dire que ce signalement a fait lieu à une arrestation. Et nous, la question à laquelle on veut répondre, c'est le pourcentage de crimes qui a conduit à une arrestation, qui a donné lieu à une arrestation. Et je vais vous montrer comment vous pouvez résoudre cette question en écrivant des requêtes, tout simplement. Donc, effectivement, j'ai false et true. Donc, je me suis rassuré de ça. Maintenant, je vais écrire ma requête pour répondre à la question. Donc, je fais df filter, je prends ma colonne arrest. Donc, je peux utiliser la fonction call et je vais dire égal true. D'accord? C'est comme du SQL, hein? Franchement, quand vous travaillez sur PySpark, que vous connaissez Python et du SQL, vous allez facilement vous en sortir. C'est vraiment comme du langage, du parler, quoi. Donc, je dis, fais-moi une filtration sur la colonne arrest. Prends-moi uniquement les arrestations. Donc, là où c'est true, cette colonne est égale à true. Compte-moi le nombre de lignes, d'accord? Quand tu fais ce compte, quand tu me comptes ça, tu fais diviser maintenant par, comment on appelle? Finalement, tu fais diviser par le nombre d'observations dans ma data frame, quoi, finalement. Ok? Je peux écrire ça élégamment comme ceci. df select arrest point count. Sachant que ça, c'est égal aussi à df count, tout simplement, finalement. Donc ça, c'est finalement les 8 millions 18 000 que j'ai dans ma data frame. Hein. Donc, si j'exécute ça, voilà le résultat. Ça me fait 25,73, disons 25,14%. Donc 25,14% des crimes signalés de 2001 jusqu'à aujourd'hui ont conduit à des arrestations. 25%. Ok? 25% conduit à des arrestations. D'accord? Donc ça, c'est très important à savoir. Donc 25% conduit à des arrestations, c'est-à-dire les 75% restants n'ont pas conduit à des arrestations. Ok? Je veux maintenant connaître les 3 principaux lieux pour les crimes signalés. Les 3 principaux lieux pour les crimes signalés. Et ça, je peux utiliser la colonne location description.
Donc ici, on est dans une partie d'analyse des données. On est en train d'analyser les données pour en tirer des informations. Les données sont des informations brutes, hein, c'est des données brutes. Et maintenant, à partir de ces données, vous écrivez vos requêtes pour en tirer des informations en tant que data analyst, data scientist, tout ce que vous voulez. OK? J'ai répondu à la première question qui était de savoir le pourcentage de crimes signalés. En tout cas, le pourcentage de crimes qui a conduit à des arrestations. Maintenant, je veux répondre à la question sur les 3 principaux lieux pour les crimes signalés. Donc, les lieux, c'est dans la colonne Location Description. Après, vous avez aussi les lieux précis, vous avez longitude, latitude. Mais nous, on va prendre Location Description. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, OK, tu vas grouper les observations sur cette colonne-là. Donc, Location Description. D'accord? Tu vas compter le nombre d'observations et tu vas ordonner du plus grand au plus petit. Les 3 principaux lieux, on a dit order by. Il va dire quoi? C'est order by counts. Donc, ça va créer une colonne count. Donc, on va dire order by count et ascending égale false. Pourquoi? Parce que quand il va grouper et compter, il y aura les modalités. Donc, je vais me faire ça pas à pas. Comme ça, vous allez mieux comprendre. J'ai l'habitude d'enchaîner les opérations et c'est ça que je trouve formidable avec Python, c'est que vous avez la possibilité d'enchaîner les opérations facilement. OK? Je vais nommer ça, par exemple, n location. N location. Je vais nommer ça comme ça, tout simplement. Ici, je vais afficher n location point show. Donc, la question à laquelle on veut répondre, on pourrait y répondre en une seule ligne de code, d'accord, en enchaînant des opérations. Mais pour votre compréhension, je préfère créer une variable intermédiaire, comme ça, vous allez mieux comprendre. Mais franchement, écrire des enchaînements d'opérations aussi, c'est bien, hein, ça fait que votre code est beaucoup plus concis et lisible. Donc, regardez ce que je disais, il a groupé selon la colonne location description, donc les modalités de cette colonne là, et il a compté le nombre de lignes qu'on a. Et donc on va utiliser ce résultat intermédiaire, donc n location, et on va dire maintenant order by pour en fait pour comment dire ordonner par ordre décroissant. On veut ordonner par ordre décroissant, donc ascending égale false. OK? Donc, n location order by ascending égale false. Donc, j'affiche. Point order by. Attention, il veut pas. Ah ouais, attention. J'ai pas précisé la colonne en fait. Donc, c'est la colonne counts que je vais ordonner. D'accord? Je vais ordonner les valeurs de cette colonne par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Je pourrais mettre 3 ici, hein, parce qu'on m'a demandé les 3 principaux lieux pour les crimes signalés, mais je n'ai pas mis 3, c'est pas grave, on aura tout le résultat. C'est tout aussi intéressant. Voilà le résultat. Donc, vous avez les 3 principaux lieux, donc suite, résidence et appartement. Donc, ça veut dire que c'est dans la rue qu'il y a le plus de crimes. Ça, en tout cas, des crimes signalés. C'est dans la rue. C'est tout à fait logique, hein, on sait que dans la rue, voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Après, on a résidence, d'accord, en résidence, et après en appartement. Donc, c'est les 3 principaux lieux où on a des crimes, où des crimes se produisent. C'est les 3 principaux lieux. Après, on a seat day work, other, parking, donc les parkings aussi, aller, small retail store, d'accord, dans les, je pense, supermarchés, school, etc. Résidence, garage, restaurant. Donc tout ça, ça fait sens quand même. Quand vous voyez tout ça, franchement, ça fait sens. Donc les 3 principaux lieux où on a les crimes, c'est street, résidence, appartement. OK? Donc voilà des questions auxquelles vous pouvez répondre. On va répondre encore à une autre question. Quelle est l'activité non criminelle la plus signalée? L'activité non criminelle la plus signalée. Donc déjà, on a
les crimes, les types de crimes, c'est la colonne primary type. On avait déjà travaillé sur ça. De la même façon, ici, vous pouvez ordonner par ordre d'équation pour voir les types de crimes qui sont le plus signalés. D'accord? Vous pouvez faire ça. Rapidement, attendez, je vais le faire. Les types de crimes qui sont le plus signalés. Si je fais ça, ici, il suffit de faire order by. OK? Order by, dans mon order by, je vais ordonner selon la colonne count, ma colonne count là, je vais dire ascending égale false. D'accord? Si j'exécute ça, il va me donner le résultat. Petite astuce, si vous savez que vous aurez besoin par la suite de plusieurs résultats intermédiaires, vous pouvez les stocker dans une variable. D'accord? Pour que vous n'ayez pas à recalculer les mêmes choses. OK? Donc, c'est à vous de savoir où vous allez dans votre analyse, en fait. Voilà, donc les types de crimes les plus signalés, je pense que c'est le vol, un batterie, je sais pas trop c'est quoi, criminal damage, voilà, c'est ça. On peut faire ascending égale through pour voir les types de crimes les moins signalés. Voilà, donc voilà, les crimes les moins signalés, c'est domestic violence. Domestic violence, ça ne veut pas dire que c'est des crimes moins importants. Voilà, je n'ai pas dit ça. Mais ce sont les moins signalés. Donc, dans tout ce jeu de données avec 8 millions d'observations, on a un seul type, un seul crime qui a été signalé qui est une violence domestique. OK? Donc, après, vous avez non criminal, machin. Vous avez, après, vous avez quoi? Vous avez Ritualise 24, ok? Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Si je fais df df.select, d'accord? Primary type. Je fais .show. Par défaut, il n'affiche que les 20 premières observations. Moi, je dis par exemple, affiche-moi les 30 premières observations et tu me fais je dois mettre un quête égal à false. D'accord? Comme ça, il va m'afficher ce que j'ai demandé. Voilà. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, si vous voulez afficher plusieurs choses, quoi. Dans les 30 premières, donc il a affiché les 30 effectivement. Maintenant, je veux afficher l'activité criminelle la plus fréquemment signalée. L'activité criminelle la plus fréquemment signalée. Donc, je vais prendre déjà ça. OK. Je l'ai même déjà. La plus fréquemment signalée, c'est ça. C'est ça, déjà. L'activité criminelle, j'ai calculé ça où j'avais fait ascending égale à. Donc, quand j'avais fait ascending égale à false, ça me donne l'activité criminelle la plus signalée. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'activité criminelle la moins signalée. C'est domestic violence. OK? Donc, vous pouvez répondre à pas mal de questions. Donc, attention, attention. Je veux en fait avoir les activités non criminelles. Parce que dans les types de crimes, il y a non criminel en fait. Il y a non criminel. Donc, si je fais ceci, CTRL-C, point distinct. D'accord? Point distinct. Point show, je dis par exemple 40, je dis trinket égale false. Non, je vais pas dire 40 parce que je sais pas le nombre de modalités de cette je connais pas le nombre de modalités de cette variable. Donc je vais d'abord compter ce nombre de modalités. Bon, ici n crime type, le nombre de types de crimes, quoi, égale df.select primary type .count. OK, et je vais afficher le résultat. Je veux attention, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié un point distinct en fait. J'ai oublié un point distinct. Parce que ça va me donner tout simplement le nombre d'observations. Vous voyez, si je veux distinct,
Attention, qu'est-ce que j'écris? Distinct. Donc ça me donne le nombre d'observations. C'est pas ça que je veux. Je veux le nombre de modalités, donc de valeurs distinctes de cette colonne. Donc il faut afficher, il faut mettre distinct. D'accord? Je vais compter ça. Et quand je vais sélectionner ici, je me dis de m'afficher en fait tout ça. Donc, il y a 36 types de crimes signalés dans notre jeu de données. 36 types. Donc, ça veut dire que la variable primary type a 36 modalités. Moi, je veux qu'il m'affiche ces 36 modalités. Donc, quand je vais faire count, non, c'est pas là. Je fais count tranquillement. En fait, voilà. DSLed primary type, point distinct, point count. Non, je fais point show. Je veux qu'il m'affiche ça. Et je dis, affiche-moi tous les 36 là. Donc, je dois ajouter l'argument trunket égale false pour que ça puisse marcher. Parce que sinon, lui, il va m'afficher seulement les 20 premières lignes. Donc, les 20 premières lignes. Il ne va pas tout m'afficher. Il va seulement m'afficher 20. Donc, moi, je veux tout afficher. Je mets le nombre que je veux afficher et je mets trunket égale false. Donc, d'où l'utilisation de trunkets. Voilà, vous voyez ici il n'a plus mis only show, voilà, il n'a pas mis ça. Par exemple ici il a mis only showing top 30 rows. Ici il n'a rien mis, ça veut dire que c'est effectivement tout qu'il y a. Il y a tout. Donc voilà les types de crimes que j'ai. Donc à moi d'observer chaque type de crime et de voir ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en fait, je veux créer une data frame des activités non criminelles en fait. On a eu des signalements. Mais tous ces signalements, en fait, ne sont pas des crimes. D'accord? Ne sont pas des crimes en réalité. Et nous, on va voir les modalités là qui font référence à des signalements non criminels, d'activités non criminelles. On va voir comment on les a nommés dans cette colonne primary type. Et je vais faire pas à pas, je suis obligé. Offense involving children, ça c'est criminel, stacking, je sais même pas quoi, c'est public peace violation. Donc vous faites du bruit, tout ça là, obscene, machin, tout ça. Vous regardez en fait, d'accord, avec votre œil d'expert ou peut-être pas. Vous n'êtes pas expert en criminologie, donc il faut vous rapprocher des experts. Peut-être vous travaillez dans un commissariat. Ou bien vous travaillez pour un service de la justice, il faut vous rapprocher des experts. C'est pour ça les data analystes, en tout cas les spécialistes de l'analyse de données, ils travaillent partout pour des organismes gouvernementaux, pour des services publics. On a besoin en fait des data analystes, des data scientists partout, des professionnels de la donnée. Aujourd'hui, chaque service, il n'y a pas un service qui ne génère pas de la donnée, il n'y a pas une activité humaine qui ne génère pas de la donnée. Donc, il faut des spécialistes qui ne sont pas forcément des experts, mais qui sont spécialistes en analyse de données. Et donc, quand vous êtes face à des cas que vous ne comprenez pas, vous appelez les experts, ils vont vous expliquer. Moi, ce que je vois, je ne veux pas prendre le risque de comprendre tout ça, forcément, mais je vois déjà, par exemple, il y a cette modalité qui est non criminelle. Non criminelle, de manière claire. D'accord? Non criminelle. Et d'ailleurs, c'est écrit, ici aussi, c'est écrit non criminel. Vous voyez, mais c'est écrit différemment. D'accord? Donc ça, c'est déjà un problème de validation du format des données, parce qu'on ne devait pas avoir la possibilité d'écrire la même chose, mais de plusieurs manières, c'est très grave. Mais voilà, vous ne pouvez rien. C'est pour ça qu'on dit que ce qui prend plus de temps au data analyst ou bien data scientist, c'est le nettoyage des données. Donc j'ai non criminel, donc ça veut dire clairement que ce signalement n'est pas une activité criminelle. J'ai aussi non criminel ici en tant que subject spécifié. D'accord? Donc je peux a priori dire que les observations ou cette colonne est égale à l'une de ces modalités font référence plutôt à des signalements non criminels. Et donc, moi, je vais créer une data frame que je vais appeler la data frame des activités non criminelles. Et donc, je vais mettre ici le code et on va regarder ce code pas à pas. Donc, déjà, je prends ma data frame DF, je fais une filtration, donc je prends ma colonne primary type, je dis égal non criminel. Donc, j'ai pris cette modalité-là. Ou primary type égale non criminel écrit comme ça. D'accord? Ou encore primary type égale non criminel en tant que subject fait. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une filtration très simple. Peut-être qu'il y aura d'autres modalités qui font référence à des activités non criminelles. Moi, je n'en sais rien. Mais ce qui m'a frappé rapidement,
c'est là où c'est écrit non criminel. D'accord? Donc, j'affiche cette data frame. D'accord? Donc, j'affiche ça. J'exécute déjà. Voici le résultat. Donc, j'ai ma data frame des activités non criminelles. Si je fais nc.count pour essayer de voir le nombre d'observations de ces data frames, j'ai 231 observations. Donc, franchement, c'est les activités non criminelles. C'est pas ça qui est monnaie courante. Hein. Franchement, c'est plutôt les activités criminelles. Bon, la nature humaine est ce qu'elle est. Je vais pas polémiquer là-dessus. Donc, il y a seulement 231 observations qui font référence à des signalements d'activités non criminelles. Donc, un pourcentage très faible quand même, c'est 0%, quoi. Maintenant, moi, je veux connaître, en fait, l'activité non criminelle la plus signalée en matière de description. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus signalé parmi les activités non criminelles? C'est ce que je veux connaître. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je prends ma data frame NC que j'ai créée. Je vais grouper. Je vais faire un group by selon la colonne description. D'accord? Je fais un group by selon cette colonne. Je vais compter. D'accord? Et je vais ordonner. Donc, voilà. Ici, je peux enchaîner. Vous avez compris le principe. Je vais ordonner par la colonne count qui sera créée. Je vais faire ascending égale false pour ordonner du plus grand au plus petit. Donc, par ordre décroissant. J'exécute. Ah, je n'ai pas fait show. Point show pour afficher. Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous avez? Donc, remarquez déjà ici qu'il ne nous dit pas only show. Donc, ça veut dire on peut être sûr que c'est tout ça, quoi. D'accord? Donc, l'activité non criminelle la plus signalée, c'est la perte de passeport. Lost passport. Il y a eu 111 signalements. OK? La moins signalée, c'est gun, offender, je sais pas. Voilà. Donc, lost passport. Après, il y a fraud, revocation, etc. Donc, la perte de passeport. Bon, la perte de passeport, effectivement, c'est une activité non criminelle. C'est, voilà, quand vous vous appelez pour signaler que vous avez perdu votre passeport, c'est pas une activité criminelle, quoi. Après, on peut creuser, je sais pas, peut-être ça peut devenir une activité criminelle, mais bon, le signalement de perte de passeport, c'est pas une activité criminelle, effectivement. Donc, voilà, on vient de répondre aussi à une question. Et voilà comment vous pouvez répondre à des questions à partir de votre jeu de données. Et sachant qu'on utilise PySpark, voilà, ça va relativement vite, quoi. Je vous rappelle qu'on travaille quand même avec 8 millions d'observations. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et il y a beaucoup d'autres fonctions intégrées de PySpark. Donc, je vais vous parler du module PySpark.sql.fonction. Donc, pour connaître toutes les fonctions de ce module, vous faites par exemple, je fais from PySpark.sql.fonction. Attention, from PySpark.sql import fonction. OK? Et je veux connaître le nom de toutes les fonctions. Je fais dire fonction. Et lui va me lister le nom de toutes les fonctions que j'ai dans ce module-là. Franchement, c'est beaucoup. Hein, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc, je peux vous montrer rapidement combien il y en a dans cette liste en faisant l'inf dire fonction. Il y a 484 fonctions. Alors, quand je écrivais le livre, il y avait 266 fonctions. Aujourd'hui, j'exécute le même code, il y a 484 fonctions. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'ajouter des fonctions. On part du simple au double, pratiquement. Donc, dans toutes ces fonctions, franchement, vous allez trouver votre bonheur, quoi. Donc, ne vous perdez pas le temps à essayer d'écrire vos propres fonctions. Il peut arriver que vous ayez besoin d'écrire vos propres fonctions, c'est possible. Mais franchement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà faire avec des fonctions construites déjà de ce module-là. Et quand vous allez regarder le livre, je donne quelques utilisations, quelques exemples d'utilisation. J'ai choisi quelques fonctions ici. Je donne quelques exemples d'utilisation. Franchement, c'est bien expliqué dans le livre. Dans le livre, j'explique chaque code. D'accord? Chaque code que j'écris est expliqué de manière détaillée, en fait. Chaque ligne de code est expliquée. Donc, c'est pour vous permettre vraiment de bien comprendre. Et on poursuit notre progression. Et on va maintenant
voir les fonctions définies par l'utilisateur. Donc, fonction définie par l'utilisateur.